Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk, bonsoir et bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique de la semaine. Et aujourd'hui nous sommes avec le fondateur et président du parti Les Patriotes, Florian Philippot. Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Dans moins d'une minute, votre portrait dressé par Camille Garcet qui est déjà avec nous. Bonsoir Camille. Bonsoir Lucas Pierre. Et au programme également ce soir, l'avenir de votre parti, Florian Philippot, après votre défaite aux élections européennes le 26 mai dernier. Puis la grève qui continue pour les employés de General Electric, ce sera avec Yanis Darras. On évoquera aussi le projet de réforme de la PMA pour toutes ce soir et le lancement du service national universel avec Hugo Franceschi. Enfin, nous reviendrons sur la grève des professeurs en pleine période d'épreuve pour les lycéens et collégiens. Puis sur votre parcours politique, Florian Philippot, ce sera avec Bastien Cochet. Et nous terminerons cette émission par un tour de l'actualité politique à suivre dans la semaine avec Manon Blangis. Réagissez et posez vos questions à Florian Philippot sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ ou sur notre page Facebook Fréquence ESJ. 20 ans l'invité en direct jusqu'à 21h avec Florian Philippot. Ça commence tout de suite. Fréquence ESJ. Juste avant, comme promis et comme vous commencez aussi à avoir l'habitude, Florian Philippot, votre portrait donc dressé par Camille Garcet, je vous propose de l'écouter et vous réagissez juste après. Florian Philippot, un homme tout nouveau, à lui seul, à la télé, sur aucun plateau. L'homme a bien changé depuis le début de son épopée. Je veux pas vous faire déchanter, mais vous auriez dû m'écouter. L'élection s'est transformée en une chute vertigineuse. L'ambiance chez les patriotes doit être moins rieuse. Le résultat du scrutin était sans appel. Vous avez touché le fond, mais vous lâchez pas votre pelle. Vous creusez encore comme si vous recherchiez de l'or. De l'Union européenne, la France ne sera pas dehors. Certains vous avaient prévenu, fallait muscler votre jeu, gare au déconvenu. Surtout pour un tel enjeu. Le Frexit devenu votre idée principale. Avec Asselineau, un écart abyssal. Vous décrochez peut-être des drapeaux, mais sûrement pas la lune. Quand votre score commence par 0, on peut dire qu'il est nul. Même pas de quoi rembourser les frais électoraux. Au RN, ils vous voient retourner dans vos bureaux. Dans votre secteur original, qu'est l'administration. Pour la politique, vous resterez en admiration. Un portrait de Marine sur votre table de chevet. Une petite lame à l'œil quand vous repensez au passé. Alors la politique, sans vouloir tout balancer, à vous de nous dire si vous en avez eu assez. Bravo Camille Garcet. Alors Florian Philippot, la politique, est-ce que vous en avez assez ? Est-ce que j'en ai assez ? Non, mais ça dépend ce qu'on met derrière politique. Je n'ai jamais été un grand fanat je crois comme beaucoup de Français, j'ai plutôt en horreur la politique politicienne que je trouve à bien des égards dégoûtante. La politique partisane. Par contre, je suis un homme de conviction et je crois que la politique peut s'écrire avec un P majuscule et c'est celle-ci que j'aime. Et quand je crois qu'on a des convictions, on les a pour toute la vie, voilà. Merci Florian Philippot, merci Camille Garcet. Merci, bravo. Fréquence ESJ. Avant de revenir sur votre parcours politique, Florian Philippot, on fait un point sur le mot du jour de la rédaction politique de Fréquence ESJ. Un mot simplement pour évoquer une grande actualité, la grande actualité de ce mardi 25 juin 2019. Ce mot, c'est canicule. Le mercure grimpe en flèche cette semaine et le nombre de départements impactés aussi grimpe. 65 départements français sont aujourd'hui placés en vigilance orange. Alors la France s'organise comme elle peut pour faire face à cette chaleur. Dans le Val-de-Marne, les crèches et les écoles seront fermées jeudi et vendredi. Le brevet des collèges devait se tenir aussi jeudi et vendredi. Il est finalement reporté à la semaine prochaine. Et le gouvernement aussi s'implique pour faire face à cet épisode caniculaire. La ville de Paris a notamment annoncé la gratuité du stationnement résidentiel aujourd'hui. Dans le sud-est, on demande aux automobilistes de réduire leur vitesse à cause de la pollution. Sur des routes limitées à 90 km/h, les automobilistes doivent réduire leur vitesse à 20 km/h. Et malgré une ambiance chaotique en France cette semaine, la ministre de la Santé Agnès Buzyn affirme qu'il n'y a pas besoin d'être alarmé. Elle pense notamment aux SDF, aux personnes âgées et aux handicapés, premières victimes de la canicule. La ministre évoque alors un accompagnement augmenté pour les sans domicile fixe et une mobilisation particulière dans les EHPAD. Le Premier ministre Édouard Philippe a quant à lui prévenu sur les années à venir, ces épisodes caniculaires risquent de se reproduire et de s'amplifier. Florian Philippot, le Premier ministre Édouard Philippe, parle de mesures insuffisantes pour les années à venir. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est lui qui est en charge de prendre des mesures, donc c'est quand même un constat d'échec de sa part. Oui, de toute façon, on voit, pas besoin de parler de l'avenir.
depuis plusieurs années, tous les ans maintenant, il y a systématiquement un épisode caniculaire en France avec des températures qui montent à 40 degrés, voire plus. On pense à 2003 notamment qui a été... Oui, le 2003 était la première alerte, probablement la plus forte et la plus longue jusqu'ici. Mais depuis, peut-être, je sais plus, il faudrait remonter, mais peut-être dans les années 2010, en tout cas, depuis les années 2010, quasiment chaque année, et depuis quelques années, je crois vraiment chaque année, il y a un moment ou un autre, et là c'est la première fois que ça se déroule d'ailleurs aussi tôt dans la saison, un épisode caniculaire. Donc ça prouve qu'il y a un problème. Voilà, Et pour les années à venir ? Eh ben, sûrement que je suis pas météorologue ou écologue, mais je pense qu'il n'y a pas de raison malheureusement de croire que la fréquence va diminuer, au contraire. Donc la responsabilité d'un gouvernement, c'est de faire cette prévention. On voit bien que les ministres se répandent sur les plateaux de télé, c'est l'état nounou. Mais moi, l'état nounou, c'est bien, il faut donner les bons gestes et il faut surtout les appliquer. Mais alors comment on fait politiquement pour répondre justement à moi, ces... je voudrais surtout un état stratège. Je voudrais un État qui prenne des mesures pour essayer d'impacter sur justement le réchauffement climatique, le changement climatique, pour le limiter au maximum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant qu'on se lamente tous de ces épisodes caniculaires, on continue de signer des accords de libre-échange mondiaux qui sont, on le sait, une plaie terrible pour la planète, pour la nature et donc pour le changement climatique. Et ces accords de libre-échange, c'est avec le Canada, c'est avec les États-Unis, c'est avec la Nouvelle-Zélande, c'est avec l'Amérique du Sud, etc. On les amplifie, on en fait de plus en plus, ils sont de plus en plus dommageables, je le pense vraiment, pour la planète. Et là, il y a une contradiction extraordinaire. Alors évidemment, c'est vrai que c'est pas Édouard Philippe ou Emmanuel Macron qui pourront régler le problème, parce que malheureusement, c'est une compétence de l'Union européenne. Donc, vous voyez, tout se tient. Quand on est cohérent, on ne dit pas simplement qu'il y a un problème avec le réchauffement climatique, on essaie d'agir concrètement. Et ça n'est pas ce que fait le gouvernement. Merci Florian Philippot. Fréquence ESJ. On revient donc sur votre parcours de façon un peu plus classique, et votre vie commence près de Lille avec des parents tous les deux dans l'enseignement. Et l'enseignement vous le rend bien puisque vous suivez des études prestigieuses dont HEC Paris, vous tentez Sciences Po, vous vous intégrez finalement plus tard à l'ENA. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Lucas Pierre, bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. L'ENA, HEC, vous avez tenté Sciences Po. Certains diraient que c'est la voie royale. Est-ce que finalement Florian Philippot est un pur produit du système ? J'appelle pas ça le système. Moi, j'appelle ça la méritocratie républicaine parce que j'ai passé des concours d'écoles, effectivement, de ce qu'on appelle les grandes écoles. Et je viens, effectivement, vous l'avez rappelé, du Nord, famille d'instituteurs dans l'école publique. Et à la force du poignet, du travail, j'ai réussi des concours. Et donc, heureusement que c'est encore possible. Mais j'appelle pas ça le système. Le système, c'est un mode de pensée. C'est une reproduction de la caste et des élites. Moi, j'ai ni parents, ni grands-parents, ni arrière-grands-parents qui étaient... C'était juste une façon d'utiliser les moyens. C'est important quand même de vous répondre parce que je pense qu'il y a une confusion qui est faite aujourd'hui entre la méritocratie républicaine et le système. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas empêcher, on doit plutôt souhaiter que les milieux populaires ou les classes moyennes réussissent des concours. Et moi, je suis favorable au concours républicain parce que c'est une garantie d'accès égal aux études. Justement, après les études... S'il faut agir, c'est en amont, sur l'orientation, sur l'information. Là, il y a des choses à faire, bien sûr, pour éviter que dans les grandes écoles, il n'y ait que des enfants de la bourgeoisie. Et en parallèle des études, en 2002, vous commencez, en tout cas les premières fois où vous vous rapprochez de la politique, vous vous ralliez aux idées de Jean-Pierre Chevènement, par dépit suite aux prises de position sur la droite de Jacques Chirac sur l'Europe. En 2005, vous vous rapprochez aussi de Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting à l'occasion du référendum sur le traité européen. C'est étonnant quand même de vous voir à cet endroit-là du spectre politique à ces époques. Je sais pas par dépit vis-à-vis de Jacques. J'ai jamais eu d'attente extraordinaire sur Jacques Chirac. Ça faisait bien longtemps, en 2002, qu'il avait fait sa mue européiste, donc j'avais aucune attente là-dessus. Non, j'ai par enthousiasme, j'ai vraiment adhéré j'ai activement milité comme militant, effectivement dans la campagne présidentielle de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Mais moi, je suis du courant souverainiste et j'ai toujours considéré que les deux rives, on va dire, comme on disait à l'époque, droite et gauche du souverainisme devaient se parler, puisque en réalité, ma première expérience politique, c'est même pas Chevènement en 2002, c'est la participation à un meeting de la liste Pasqua aux européennes de 99, à Lille justement. C'est ça, ma toute première expérience politique. Et ensuite, je me retrouve dans ce pôle républicain qui d'ailleurs rallier les gens de droite et de gauche, les souverainistes de droite et de gauche. Mais alors pourquoi une hésitation comme ça, vous êtes cherché au début? Non, mais j'ai fait campagne pour le non, comme beaucoup de Français, et le non a gagné d'ailleurs en 2005 lors de la Constitution européenne, et je suis allé à plusieurs meetings de ténors du non, de droite et de gauche, dont effectivement un de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça ne veut pas dire du tout que j'ai adhéré au mouvement de Jean-Luc Mélenchon. C'est parce que j'ai toujours été un esprit libre et j'ai toujours considéré qu'il fallait abattre ces fausses frontières droite et gauche, et qu'il fallait les abattre d'abord dans nos têtes. Parce qu'elles
elles nous rendent beaucoup moins efficaces. Surtout dans le camp souverainiste, alors qu'on a vocation à travailler ensemble. À partir de 2009, en tout cas, vous rejoignez ce virage pour le Front National. Pourquoi vous êtes investi avec Marine Le Pen ? Pourquoi l'avoir choisi finalement après avoir connu d'autres courants à droite, à gauche chez les souverainistes ? Parce que toujours les mêmes convictions, les convictions souverainistes, les convictions gaullistes sociales. Et il se trouvait que, souvenez-vous, 2009, moi j'adhère pas tant au Front National, j'adhère à l'époque ce que voulait faire Marine Le Pen, puisque je n'ai jamais voté de ma vie pour Jean-Marie Le Pen. Vous ne l'aurez jamais fait si ça avait été Jean-Marie ? Non, bien sûr. Et il se trouve qu'elle voulait à l'époque imprimer une marque beaucoup plus sociale, c'est ce qu'elle disait elle-même, ce qu'elle faisait, une analyse de la mondialisation, de l'ultralibéralisme, et elle était dans cette grande entreprise de dédiabolisation que moi j'ai accélérée. Voilà. Et c'est ça qui m'a plu. Et donc j'ai considéré qu'il fallait, à l'époque le Front dans les sondages était à 5%, hein. Donc j'ai considéré qu'il fallait essayer d'utiliser un instrument existant et de le mettre sur les bons rails, les rails gaullistes souverainistes. Ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Pour vous, c'était plus du management que de la politique à ce moment-là ? Non, c'est de l'organisation interne, c'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est beaucoup aussi c'est la capacité de conviction, d'aller chercher de nouveaux sujets, l'écologie, l'école, la santé, la laïcité, etc. Ce qu'on a fait. Voilà, et je l'ai fait. Et moi, vous savez, je suis un homme de conviction. Et à partir du moment où j'ai vu que ça n'était plus possible de faire ce travail et qu'à un moment ce parti avait été rattrapé par ces vieux démons, que de vieilles personnes, enfin, je vais pas refaire l'histoire ici, c'est pas le lieu, mais je l'ai beaucoup expliqué, hein, que des personnes plus radicales étaient revenues en force. Mais vous avez quand même 2016, vous avez quand même eu une ascension politique fulgurante au sein du Front National. Ouais. Est-ce que ça a pu faire des jaloux ? Est-ce que c'est un peu ça qui vous a plombé, vous pensez ? Oui, ça c'est la vie, c'est la vie humaine, c'est la politique. Ça c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Mais ce que j'ai vu à partir de 2016-2017, bon, il y a eu ce renoncement très commenté pendant cette campagne des européennes où le Front National a décidé on arrête, on ne sort plus de l'Union européenne, on ne sort plus de l'euro, etc. Ce qui, moi, me pose problème, puisque le cœur de mon engagement, il est souverainiste. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous arrêtez de tenir un discours souverainiste, il est évident que pour un souverainiste, ça pose problème. Bon, et puis en plus, des personnalités avec qui je ne pouvais plus travailler, parce que je les ai vus revenir en force en 2016-2017, ce sont des courants issus d'une droite radicale qui sont pas ce que je suis. Moi, je suis pas ça. Quelle personnalité Son beau-frère, le Philippe Olivier, qui est revenu, qui était l'ancien directeur de cabinet de Bruno Maigret, qui est revenu, qui écrivait tous ses discours à partir de 2017. Enfin, voilà, c'est pas le sujet, je pense, aujourd'hui, mais voilà. Donc j'ai lancé à ce moment-là, je suis parti, j'ai lancé les Patriotes dans cette optique de rallier ce qu'on appelle le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. C'est une décision que vous regrettez des fois d'avoir quitté le Front National ? Non, pas du tout. Est-ce que stratégiquement, après coup, vous dites... Mais il y a deux manières de faire de la politique, je vais être très clair. Il y a la politique, vous allez à la soupe. Hein, alors, vous n'êtes plus en accord avec vous-même, mais vous y allez parce que vous avez un mandat, ou vous avez un contrat dans un parti, etc. Mais ça n'aurait pas été possible de plutôt essayer, continuer la lutte pour essayer d'imposer votre ligne au sein du Rassemblement national ? La lutte, je l'ai faite quotidiennement. Déjà, je l'ai faite dès que je suis arrivé. Je l'ai faite, je l'ai menée, et à partir du moment où j'ai senti des difficultés, je ne suis pas parti à ce moment-là, loin de là. Je suis bien resté encore au moins 1 an et demi, donc 18 mois de lutte. Mais à partir du moment, il faut reconnaître que la lutte, quand vous devenez ultra minoritaire, vous n'êtes plus entendu. C'est là que vous devez réfléchir et vous devez faire un choix. Soit, encore une fois, vous faites de la politique alimentaire, vous n'êtes plus raccord avec ce qui est dit et vous n'êtes plus en accord avec les personnes avec qui vous travaillez, mais vous le faites pour des mandats, et ça peut tenir un temps. Soit vous faites un choix de conviction, et c'est un risque. C'est une évidence. Et j'ai créé les Patriotes dans cette optique. Merci Florian Philippot, merci Bastien Cochet. Fréquence ESJ. 20h13 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On revient dans quelques instants sur le lancement du service national universel avec Hugo Franceschi. Puis on va évoquer également la grève des professeurs en pleine période d'épreuve pour les lycéens et pour les collégiens. Ce sera dans quelques instants sur Fréquence ESJ, juste après Power Over Me de Dermot Kennedy. Fréquence ESJ. 20h16 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions à Florian Philippot sur nos réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ, sur notre page Facebook Fréquence ESJ. Les épreuves du baccalauréat 2019 se sont clos hier après une semaine d'épreuves. Cette année, l'examen a connu des perturbations en raison d'un mouvement de grève nationale lancé par une intersyndicale inédite. Si les épreuves se sont déroulées normalement, des correcteurs sont déjà en grève et menacent Bastien Cochet d'une rétention des notes. Florian Philippot, est-ce que vous soutenez ce mouvement de grève, cette mobilisation ? Moi, j'ai tendance, vous savez, à soutenir les mouvements sociaux quand ils me paraissent justifiés. Celui-ci, honnêtement, me paraît justifié, vu la situation de l'enseignement et des enseignants dans notre pays.
J'ai pas le sentiment qu'il y a eu un dérangement particulier pour les candidats au baccalauréat. Pour vous, c'est un échec cette mobilisation ? Non, c'est pas forcément un échec. C'est simplement, je pense que moi, je souhaitais que ça ne dérange pas, si vous voulez, les candidats, parce que pour le coup, c'est les jeunes qui passent le bac, ils n'ont rien à voir dans l'affaire. Ils n'ont pas de raison d'en être victimes. Mais bon, il faut s'interroger, si vous voulez, sur ces. Non, si vous voulez, je peux très bien soutenir un mouvement parce que j'ai pas de raison d'y être opposé. Je pense que les justifications sont réelles. Après, est-ce que ça a une utilité particulière ? Parce que des grèves perlées dans l'enseignement, il y en a régulièrement. Est-ce que ça amène quelque chose ? Pour l'instant, ça n'a pas apporté grand-chose. Voilà. Mais alors, vous parliez du danger pour les étudiants, les élèves, là, lorsqu'ils passent leur baccalauréat. Il n'y a pas de danger là. Mais ça aurait pu être perturbé. En tout cas, si ça n'a pas été perturbé cette année, comment faire un autre moyen de pression que promettre, si vous n'accédez pas à nos revendications, les épreuves n'auront pas lieu et l'avenir d'étudiants sera en jeu. Si vous voulez, moi je suis pas à la place des syndicats. Peut-être faut-il, si les syndicats sont trop faibles ou manquent d'imagination, peut-être faut-il s'inspirer un peu de ce qu'ont fait les gilets jaunes. À un moment, il y a eu les stylos rouges. Cette idée que c'était justement les enseignants qui s'engageaient en dehors des structures syndicales, et peut-être qu'aujourd'hui ça serait plus entendu, plus fort, plus puissant. Mais j'ai envie de dire, la solution à la fin elle sera politique, c'est tout. L'école, comme beaucoup de grands services publics, est victime de toute façon d'une politique d'austérité, c'est tout. Donc les enseignants sont mal payés, donc les conditions de travail deviennent parfois de plus en plus compliquées. L'enseignement reste quand même l'un des budgets les plus importants de l'État. Oui, mais ce qui est plutôt normal, enfin je veux dire qu'on investisse dans l'avenir et dans la formation, je pense que c'est le cas à peu près pour tous les pays. Donc ça, c'est pas forcément un critère. La question, c'est nos enseignants sont parmi les moins bien payés d'Europe. Ça, c'est un critère. Et ça, pour vous, c'est une mesure totalement anormale. Qu'il faudrait mettre en place. Après, l'école, rapidement. ça n'est pas qu'une. Oui, tout à fait. Il faudrait une revalorisation. Mais l'école, ça n'est pas qu'une question budgétaire. L'école, c'est qu'est-ce qu'on souhaite faire passer comme savoir, comme transmission et comme valeur à l'école. Il faudrait, moi j'ai toujours été partisan de mettre le paquet sur l'école primaire, sur les savoirs fondamentaux. J'avais moi proposé qu'en cours préparatoire et à l'école primaire en général, il y ait 50% du temps dédié à l'enseignement de la langue française. 50%. Parce que c'est la base. Si vous ne maîtrisez pas la langue ni à l'oral ni à l'écrit en sortant de CM2, de primaire, de toute façon, on peut vous apprendre ce qu'on veut, y compris les langues étrangères d'ailleurs, vous n'aurez pas la capacité de les acquérir de manière convenable et satisfaisante. Et vous traînerez un problème toute votre vie, y compris dans votre vie professionnelle. Donc pour vous, il y a un problème général sur toute l'éducation. Budgétaire. Il y a un problème de considération de l'enseignant et du professeur, mais il y a un problème aussi des savoirs, des méthodes. Moi, je suis favorable aux méthodes classiques d'enseignement. Il faut arrêter avec les expérimentations pédagogistes. Je pense que ça a été une catastrophe et c'est le fils d'enseignant qui vous parle. Et je pense qu'il faut remettre aussi un peu de verticalité, un peu d'autorité à l'école. Voilà. Et vous savez, les meilleurs souvenirs qu'on a souvent de ces professeurs, c'est pas les cours dans lesquels c'était, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais un peu le bordel. Non, les meilleurs souvenirs qu'on a, c'est ceux qui avaient un peu d'autorité. Pas d'autoritarisme, d'autorité, et qui faisait passer en même temps de manière agréable un savoir. Moi, en tout cas, c'est les meilleurs souvenirs que j'en ai. Ce sont souvent des professeurs qui savaient se faire respecter. Cette notion de verticalité, il faut la remettre à l'école. Non, l'élève n'est pas l'égal de l'enseignant. L'élève, il apprend. Voilà. Et donc, il est dans une situation d'infériorité, pas humaine, mais en tout cas en termes de relation d'apprentissage par rapport à un adulte. Et il faut le réaffirmer sans craindre de briser une pensée unique ou je ne sais quoi en disant cela. Mais pour en revenir sur la mobilisation, les chiffres, c'est à peu près 5,4% c'est très faible. des grévistes parmi les enseignants du collège ou du lycée. On a une minorité qui gêne la majorité. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que les gens n'y croient plus. Parce que vous avez des manifestations régulières qui ne donnent rien. Donc probablement, ça ne veut pas dire que je désapprouve encore une fois, mais ça prouve que probablement que la stratégie n'est pas la bonne. Voilà. Ça veut dire que ces grèves ponctuelles de temps en temps comme cela, ça gêne plus personne et ça n'a pas d'impact et ça ne permet pas d'obtenir quoi que ce soit. Donc les gens ne font plus grève. Mais les enseignants sont voués à rester au silence, à ne pas pouvoir agir face à l'État. Ce sont des citoyennes et des citoyens comme les autres, que les parents d'élèves aussi, et que les parents d'élèves ont intérêt aussi au succès de l'école, et que la solution est donc politique et qu'il faut le faire savoir par le vote, par la mobilisation en dehors des canaux traditionnels. C'est une solution politique qu'il faut trouver, mais savoir aussi, si vous voulez, remonter un tout petit peu aux causes. Pourquoi les services publics, les grands services publics français, dont l'enseignement sont en crise aujourd'hui, on pourrait parler de la santé aussi, de l'hôpital, et franchement, parce que la situation n'est pas meilleure, mais parce qu'ils sont soumis à une politique d'austérité parfaitement irresponsable. Pendant qu'on fait des cadeaux fiscaux plus riches, on prélève des milliards, on ne les met pas dans les services publics français,
et il se trouve en voie de paupérisation ou de dégradation. Enfin, les choses sont liées et ça, c'est aux citoyens de faire savoir qu'il n'est pas d'accord avec cela. Merci Florian Philippot, merci Bastien Cochet. Fréquence ESJ. La semaine dernière, le service national universel a entamé donc sa phase de test. C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Durant une dizaine de jours, plus de 2000 jeunes âgés de 15 et 16 ans ont expérimenté ce nouveau projet. Bonsoir Hugo Franceschi. Bonsoir Lucas, bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Est-ce que vous y êtes favorable à ce service national universel ? Je préfère ça plutôt que rien. Je vous l'avoue, parce qu'à la limite, c'est pas plus mal que des jeunes de toutes conditions, qui a un peu de brassage, se retrouvent. Alors, ça n'est là que 15 jours, mais bon, à la limite, c'est mieux que rien. Et Là, c'est une phase de test pour l'instant. Oui, c'est une phase Après, de test. ça, c'est censé durer un mois au Normalement, total. ce sera un mois. Pour l'instant, c'est 15 jours. Mais bon, même un mois, c'est pas extraordinairement long, mais qui se retrouvent, qu'il y a un brassage et qu'on chante la Marseillaise et qu'on réapprenne certaines valeurs et qu'on. Ça, à la limite, c'est bien, c'est mieux que rien. Donc, objectif réussi pour Emmanuel Macron. Il voulait rétablir les valeurs républicaines. Il l'a réussi là avec son service national. Ça, c'est un peu tôt pour le dire. Ça me paraît un peu court. Moi, si vous voulez, je suis favorable à terme, mais on peut pas le faire maintenant pour des raisons logistiques. Pour lesquelles ? Je vais dire ce que je veux faire d'abord et je vous dirai pourquoi on peut pas pour l'instant. Mais on peut programmer le fait qu'on puisse le faire dans quelques années. Il faut remettre en place une forme de service militaire. Un service militaire à proprement parler. Filles-garçons, où on ne soit pas que en train de manier les armes. Parce que quand on dit service militaire, c'est pas que ça toute la journée. Il y a aussi d'autres actions d'intérêt général, y compris dans le civil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas le faire pour l'instant parce que nous n'avons plus les casernes, le nombre suffisant de casernes, ni d'encadrement militaire pour le faire. Donc, faut pas vendre des choses qu'on ne peut pas tenir. Mais je pense que ce serait une bonne chose parce que quand on a supprimé ce service militaire, ça a été beaucoup regretté, y compris d'ailleurs dans les jeunes générations qui ne l'ont pas connu. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, c'est toujours frappant. Les premiers qui veulent le retour, ce sont les plus jeunes. Et c'est sûrement parce qu'il y a un appel, une forme d'encadrement et une forme. Pourtant, il y avait eu quand même beaucoup de aux valeurs. critiques vis-à-vis de la JAPD, notamment la journée d'appel à la défense. Oui, mais c'était qu'une journée. Voilà, moi je l'ai faite aussi. Justement, certains jeunes reprochaient le caractère trop militaire de cette journée. Il n'y a pas de caractère militaire dans Parce que cette vous, journée, ce que vous voulez, Florian Philippot, c'est un service militaire à proprement parler, alors que mais Emmanuel Macron, lui, voulait justement, dans le texte de loi, que ne soit pas noté l'expression service militaire. J'ai bien compris, mais ça moi, peut pas être un repoussoir selon vous pour les jeunes ? Non, personnellement, j'y suis favorable. Je pense qu'il faut qu'il y ait un lien fort entre la nation et son armée. Il y a d'ailleurs un lien fort, mais ça serait le moyen de retisser. Et si vous voulez, c'est l'occasion aussi de détecter des problèmes de l'apprentissage de la langue, de détecter des problèmes médicaux, de passer le permis de conduire gratuitement. Vous voyez, c'est un vrai intérêt. Et au-delà de tout ce qu'on y a. Donc pour vous, Emmanuel Macron, il a trahi sa promesse de campagne avec ce SNU aujourd'hui. Ça ressemble pas à ce qu'il avait dit. Il n'a pas tenu sa promesse, qui était celle plutôt d'un service militaire. Bon. Et il n'avait pas dit service militaire. Dans le texte de loi, il n'est pas écrit service militaire. Dans le texte de loi, oui, mais pendant la campagne, il y a eu des moments où il a parlé de service militaire. Ça a varié pendant la campagne. C'était pas très clair. Enfin, c'était comme souvent Macron. Mais pourtant, Macron pendant sa campagne électorale, il n'était jamais clair sur rien. Mais Florian Philippot, la durée de ce SNU est de 1 mois. Ouais. Au-delà de 1 mois, si le volontaire, l'étudiant le souhaite, il peut prolonger pour 3 mois et même faire ça dans l'armée, chez les pompiers. Oui. Ça, en l'occurrence, c'est un service militaire. Oui, mais ça revient aux 3 mois que vous vouliez faire. Là, chez les volontaires, ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui, on peut déjà s'engager. Mais moi, je pense qu'il faudrait effectivement 3 mois. Je parle pas du service militaire à l'ancienne où ce serait 1 an ou même 10 mois comme c'était à la fin. Non, 3 mois. Mais 3 mois, c'est déjà mieux, je pense, que 15 jours ou 1 mois. Et puis, ça permettrait, si vous voulez. Alors, ceci dit, pour le faire, voilà. Donc, je dis, il n'y a pas assez de casernes et pas assez d'hommes. C'est vrai. Donc, ça suppose en parallèle de réinvestir dans le budget de défense nationale qui aujourd'hui est tombé bien bas. Il faudrait réatteindre rapidement 2% du PIB consacré à la défense nationale et à terme 3%. Là, il y a quand même 1,5 milliard qui sont mis sur la table pour mais quand je dis le SNU. D'investir dans le budget de la défense nationale, ça n'est pas du tout prioritairement d'abord pour le service militaire. Ça, c'est en plus. C'est d'abord parce que notre effort militaire est trop faible et que ça nous met en danger, que ça met en danger nos soldats sur les théâtres d'opération et que la France est une grande puissance diplomatique et militaire qui doit se faire respecter par une armée de taille et de surface suffisante. Donc pour vous, peu importe le prix, il faut mettre le prix pour ce service militaire. Mais parce que vous savez, 1 euro investi dans la défense nationale, c'est 1 euro ultra rentable pour l'économie parce que c'est dans ce secteur-là qu'il y a le plus d'innovation. Donc vous ne faites pas partie des détracteurs. C'est pas de l'argent perdu. Donc pour vous ne faites pas partie des détracteurs d'Emmanuel Macron qui prétendent que justement 1,5 milliard c'est beaucoup trop pour un service national universel, que c'est justement de l'argent jeté par les fenêtres.
Non, je pense pas que on verra, il faut une évaluation. Là, c'est vraiment très tôt pour vous dire. C'est beaucoup d'argent, 1,5 milliard. Il faut voir si c'est bien utilisé. Peut-être que on pourra faire mieux. Peut-être qu'il faudra faire totalement différemment. Mais je ne suis pas de ceux qui considèrent que investir dans certaines valeurs, dans le rétablissement d'une certaine verticalité dont je vous parlais pour la jeunesse, ce soit mauvais. Moi, je pense que. Mais est-ce que vous êtes sûr que la jeunesse le veut, ça coûte un peu, tant pis, ça coûte un peu, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes sûr que les jeunes le veulent, ça, ce service militaire? Parce qu'on a quand même vu beaucoup de syndicats étudiants, notamment l'année dernière, même lors des blocus, qui appelaient justement à l'abortion de cette mesure. À la fin de tout ça, mais bon, non, mais généralement ces syndicats représentent très très peu, une très faible minorité. Ils ont quand même bloqué tout. Est-ce qu'on est sûr qu'ils veulent écoutez, d'après les sondages, oui. Voilà, je peux pas vous dire plus que ça. D'après quel sondage? Des sondages sur le rétablissement du service militaire. Vous avez régulièrement des sondages et puis vous regardez les ventilations parmi les classes d'âge, les jeunes, etc. C'est toujours majoritaire. Voilà, j'ai pas d'autres informations pour vous le dire. Mais après, un responsable politique, c'est pas simplement s'adapter à ce que veut une classe d'âge par rapport. Parfois, il faut être capable de prendre des décisions, même s'il n'y a pas de consensus total. Mais parce que vous, Florian Philippot, vous nous parlez donc d'un service militaire, ça on a bien compris. Mais selon vous, le SNU aujourd'hui n'est pas un service militaire, c'est ce que vous nous disiez. Non, il l'est pas, non. Mais alors certes, dans le texte, il n'est pas marqué noir sur blanc comme service militaire. En revanche, je vous le disais tout à l'heure avec la durée, il y a la possibilité ensuite de passer 3 mois dans l'armée, chez les pompiers, et également même de faire du tutorat dans des écoles. Ça aide le côté collectif, ça aide la solidarité, et en même temps c'est même plus long que le service militaire que vous proposez dans le programme des Patriotes. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le service militaire, pour moi, n'était pas à 100% militaire. On peut très bien imaginer une demi-journée vraiment militaire, de toute façon logé en caserne, ça oui, et puis l'autre demi-journée consacrée également à des travaux, je ne sais pas, dans des écoles ou dans d'autres services publics ou des associations. Ça, c'est parfaitement faisable. Moi, je vous parle d'une version 2019-2020. Il ne s'agit pas de retourner au XXe siècle, mais retisser ce lien, réinvestir, remettre l'effort dans notre défense nationale me paraît important. Aujourd'hui, on n'y arrive pas avec ce SNU. Pour l'instant, tel qu'il est, s'il se préfigure, à mon avis, non. De toute façon, la durée me semble trop courte pour faire cela. Merci Florian Philippot, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. 20h29 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On revient dans quelques instants, Florian Philippot, pour évoquer la grève des employés de General Electric qui se poursuit avec la manifestation du week-end dernier. Et on évoquera également le projet de réforme sur la PMA pour toutes qui devrait arriver bientôt d'ici le mois de juillet. Juste avant tout ça, on écoute Balance ton poids de Angèle sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ. 20h33 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Et comme l'avait annoncé le Premier ministre Édouard Philippe lors de son discours de politique générale, la procréation médicalement assistée sera bien élargie à toutes les femmes. Cette nouvelle mesure sera contenue dans la loi bioéthique présentée le 26 juillet prochain en Conseil des ministres, Hugo Franceschi. Florian Philippot, êtes-vous favorable à la PMA, la procréation médicalement assistée? Voilà la question à laquelle je suis incapable de vous répondre. D'abord, j'attends de voir le projet de loi. Je vais vous dire, moi je pense que il y a déjà une ébauche du projet de loi. Je sais par exemple que je suis défavorable à la GPA. J'ai toujours été défavorable. Pour quelle raison? Parce que c'est de l'allocation de ventre. Voilà, ça me paraît absolument abject et je ne veux pas rentrer dans ce système marchand concernant des choses comme celle-ci qui tiennent à la vie d'un enfant. Et concernant la PMA? Alors sur la PMA qui existe déjà en réalité, bon, il s'agit de l'étendre. Pour les couples hétérosexuels. Voilà, moi je pense typiquement ce genre de sujet de société. Je pensais d'ailleurs déjà pour le mariage pour tous. En 2013. Que nous, vous l'avez vu dans le programme des Patriotes, nous maintenons. Et bien sûr, il y a pas nous concernant, il n'y a jamais eu l'idée de retour en arrière ou quoi que ce soit. Au contraire, mais je pense que ces sujets de société doivent être tranchés par la société et qu'il manque en France un instrument qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne, où typiquement, là je pense qu'on est dans un cas typique, où les gens devraient pouvoir, en dehors de toute intervention gouvernementale, mais c'est pouvoir quand même se saisir eux-mêmes d'un sujet s'ils souhaitent s'en saisir et pouvoir le faire trancher par le peuple souverain. Et on se soumettra à ce que veut le peuple souverain après éclairage d'une campagne électorale. Oui, mais ça, Florian Philippot, c'est dans le cas d'un RIC, on a très bien vu avec les Gilets jaunes. Voilà, c'est pas encore acquis. Donc pour l'instant, me semble de trop. Oui, mais pour l'instant, les femmes qui veulent avoir accès à la PMA, elles font quoi? Elles attendent le RIC? Elles font quoi? Non, je pense que on va regarder. Moi, je regarderai parce que vous avez parlé de la date en juillet. Je regarderai attentivement la loi. Je peux vous dire qu'aux Patriotes, chez nous, aujourd'hui, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Parce que ça passera à l'Assemblée en septembre. Au mois de septembre, ça passera là. Quelle sera votre position? C'est là, bien sûr. Et c'est là que moi, j'aurai une position. Mais je vous dis tout de suite, les Patriotes n'auront probablement pas de position. Parce que moi, je respecte sur ce genre de sujet les convictions personnelles. Parce que depuis 2017, vous n'avez pas de position là-dessus.
Depuis 2017, depuis que vous avez quitté le Front National, vous ne vous prononcez pas sur la PMA. Pourquoi ? Parce que le sujet n'est jamais venu véritablement. Moi, si vous voulez, la PMA, il y a 36 000 façons de l'envisager et que j'ai besoin de voir un texte de loi précis pour vous donner une information personnelle précise. J'aurai une position en septembre. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des gens chez nous qui sont pour, qui sont contre. Demain, il y en aura qui seront pour et qui seront contre et que je les respecterai et que probablement sur ce genre de sujet, nous n'aurons pas de position de parti politique. Voilà, c'est tout. Oui, mais un parti souverainiste, un parti justement qui se revendique du souverainisme, comme les Républicains, comme le Rassemblement National, comme Debout la France, eux prennent position sur ces sujets-là, sur ces sujets de société. C'est leur problème. Mais est-ce que au final, moi, j'ai pas la même analyse que, pour le coup, sur ce genre de sujet qui, à mon avis, touche à l'intime, touche à des convictions personnelles. Eux, ils sont totalement opposés. Et qu'on doit respecter comme tel. Donc vous n'êtes pas opposé à la PMA. Si eux sont totalement opposés et que vous n'êtes pas de leur avis. Oui, mais non, je suis pas de leur avis. Mais enfin, vous me parlez par exemple du Front National. Je me souviens que dans le programme, encore ils l'ont rappelé avant-hier, dans le programme du Front National, il y a l'abrogation du mariage pour tous. Moi, je suis pas sur cette position. Mais là, on parle de la PMA. Oui, non, mais je vous dis, les divergences, elles sont importantes. Moi, je suis pas sur cette position d'abrogation de la loi Taubira sur le mariage pour tous, par exemple. Mais est-ce que c'est pas céder du terrain justement aux autres partis souverainistes de ne pas se prononcer sur ces questions-là ? Je vois pas le rapport entre ce genre de sujet et le souverainisme. Donc, si vous voulez, je pense que d'ailleurs, c'est pas forcément qu'une question de parti souverainiste ou pas. Il me semble que LR, enfin, je sais pas très bien ce que pense LR d'ailleurs sur ce sujet. Je crois qu'ils sont contre. Non, ils sont relativement pour l'instant. Relativement pour. Pour l'instant, il n'y a pas non plus d'autres relativement contre. Il n'y a pas de position claire non plus. Mais est-ce que le mieux, voilà, vous voyez dans quelle situation on se trouve, où un parti comme LR se retrouve à être relativement pour, relativement contre, parce qu'il manque en France quand même un problème. Mais est-ce que c'est pas justement aux Patriotes d'être le premier parti souverainiste à dire on est pour la PMA ? Non, il y a un problème et il manque un instrument en France qui est cet instrument qui nous permettrait de discuter. Voilà, qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne. Je vous assure qu'on aurait cet instrument-là, on aurait des débats beaucoup plus sereins et posés sur ce genre de sujet. Mais je vous retourne la question de tout à l'heure. Et on les a pas aujourd'hui parce que on se retrouve dans des situations où c'est le gouvernement qui d'un coup, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour faire diversion sur d'autres sujets qui sont probablement d'urgence beaucoup plus essentiels pour les Français que la PMA. Hein. Vous savez, comment on remplit son frigo, comment on assure un avenir à ses enfants, comment on résout le problème de la pollution des sols. Pourtant, ça fait couler beaucoup d'encre dans le débat public. Je sais bien. Ou du réchauffement climatique, comment on résout le problème de l'immigration massive, etc. À mon avis, c'est beaucoup plus d'urgence absolue pour les Français que la PMA qui touche une toute petite minorité d'entre eux. Donc, alors pourquoi le gouvernement... C'est une minorité, mais c'est une minorité qui, pour son orientation sexuelle ou pour le fait de ne pas être marié, ne peut pas avoir d'enfant. Je n'aime pas que le gouvernement nous entraîne de force sur des sujets qui ne sont pas de première urgence et qu'on passe des mois et des mois sur ces sujets-là. Donc pour vous, alors que la vie quotidienne des Français, ça n'est pas ça. Donc les droits des LGBT, ce n'est pas une première urgence, selon vous ? En France, il n'y a pas d'urgence absolue, ils ne sont pas menacés. On n'est pas dans un pays, Dieu merci. C'est-à-dire que... Moi, je me bats pour les droits et l'égalité entre toutes les orientations sexuelles. Je suis le premier à vous le dire, et c'est très important. Et le droit à avoir un enfant, ça fait partie de cette égalité, Florian Philippot. Attendez, les patriotes sont extrêmement clairs sur la lutte contre toute discrimination, y compris sur l'orientation sexuelle. Nous l'avons écrit dans notre charte et nous sommes extrêmement clairs là-dessus. Nous ne sommes, Dieu merci, pas dans un pays où on est menacé. Il peut y avoir des agressions à titre individuel, on le sait, et c'est dramatique et on doit lutter contre. Mais on n'est pas institutionnellement menacé ou mis en danger du fait de son orientation sexuelle en France. Ça, c'est un acquis de notre démocratie et c'est bien. Après qu'on ait des réflexions quand même poussées, vous parlez de droit à l'enfant, est-ce qu'il y a un droit à l'enfant justement, ou est-ce qu'il y a des devoirs vis-à-vis des enfants, etc. Ce sont par des exemple, discussions parfois personnelles, philosophiques une femme seule, Florian Philippot, qui vit très mal son infertilité. Est-ce qu'elle aussi, elle n'a pas le droit d'avoir un enfant ? Très rapidement, s'il vous plaît. Ah mais de toute façon, la PMA existe déjà dans les cas de problèmes de fertilité. Donc pour des femmes seules, pas encore. Là, vous me parlez d'une femme seule qui vit son problème d'infertilité, mais vous me parlez d'un problème médical ou d'un problème qui n'est pas médical ? Parce que je ne peux pas vous répondre de la même manière. Étant donné qu'aujourd'hui, pour les problèmes médicaux, la PMA est déjà autorisée et prévue. Mais pas au-delà de 43 ans. Non, après oui, il y a les modalités techniques, vous avez raison. Mais vous êtes d'ailleurs plus au fait que moi, parce que moi je connaissais pas cette histoire des 43 ans. Mais je pense qu'il faut regarder précisément les choses. Mais surtout, il faut regarder précisément les choses quand nous aurons un texte écrit dans sa subtilité. Merci Florian Philippot, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. 20h39 sur Fréquence ESJ, It's & Talk, et 5 à 8000 personnes ont défilé dans les rues de Belfort ce samedi en soutien aux salariés de General Electric. Un peu plus tôt dans la semaine, le géant américain annonçait la suppression de 1050 emplois, dont 800 sur le territoire de Belfort. Bonsoir Yanis Darras. Bonsoir Lucas, bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. 792 emplois en moins dans le secteur des turbines à gaz et 252 en moins dans les fonctions support. General Electric a fait des mauvais investissements pour vous ?
General Electric n'a pas respecté sa promesse, mais bon, qui croyait à cette promesse ? Les employés de Belfort peut-être y croyaient, non ? À mon avis, non. Moi, je pense que le gouvernement a fait croire qu'il y croyait. C'est tout. Mais c'est toujours la même chose. Moi, je me souviens de Mittal. Vous savez, Mittal qui avait tapé dans les mains de Nicolas Sarkozy quand il était intervenu en Lorraine. Et puis, 2 ans après, il était parti. Les emplois avaient disparu. C'est un classique Ford récemment. Donc Ford l'action gouvernementale ne fonctionne pas ? Mais non, mais ça veut dire qu'on a besoin en France d'un État qui a une stratégie industrielle et qu'il serait bien qu'on arrête de larguer nos grandes entreprises stratégiques, comme ce fut le cas avec Alstom. Que ce soit Alstom partie transport ou Alstom partie énergie. L'une vers l'Allemagne, Siemens, l'autre vers General Electric, les Américains. C'est une folie totale. Ce sont des entreprises ultra stratégiques qui d'ailleurs étaient rentables et que nous devons garder dans le giron national. Ça éviterait ces déconvenues dramatiques comme celle que vit la ville de Belfort en ce moment. C'est un échec pour vous ? Enfin, en tout cas, c'est un échec. Oui, c'est un grave échec. Pour Emmanuel Macron, justement, qui à l'époque était ministre de l'économie et qui avait promis que le territoire de Belfort et surtout l'usine de Belfort avait un avenir industriel. C'est une faute. C'est plus qu'un échec, c'est une faute d'Emmanuel Macron qui a une responsabilité gravissime dans l'affaire d'Alstom, au-delà même de cette affaire de Belfort, puisque déjà sous François Hollande, et vous savez qu'il y a même un volet judiciaire sur l'affaire avec les accusations de pacte de corruption par monsieur Marceau, je crois, député, qui monsieur Macron a laissé filer sciemment et a prétendu publiquement le contraire, une entreprise stratégique française pour des raisons que nous devrons élucider. Parce que ça n'a aucun sens du point de vue de l'intérêt national. Donc on a sacrifié Alstom pour vous ? Ou de l'intérêt industriel. Il a au minimum sacrifié Alstom et ses salariés, et une technologie française, et une capacité française à vendre, à exporter dans le monde entier, à rayonner. Et en même temps, il l'a fait pour quels intérêts ? Je ne sais pas aujourd'hui. Voilà, monsieur Marceau, lui, lance des accusations très graves. Nous verrons bien ce qu'il en est. Pourtant, on voit que le marché des turbines à gaz s'est effondré depuis 2011. On n'aurait pas dû plutôt investir dans le site d'Alstom pour qu'il puisse se reconvertir dans une autre énergie, peut-être dans une autre technologie ? Mais vous avez peut-être raison, mais pour cela, il faut un État stratège. Moi, si j'appelle de mes voeux un État stratège, la stratégie, c'est une capacité à voir loin. Il faut que l'État le soit. Mais donc les gouvernements successifs n'ont pas cette vision ? Mais parce que... n'ont pas eu cette vision. Bien sûr. D'une part, eux, personnellement, n'ont pas cette vision. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui un État intervienne quand il ne maîtrise ni sa monnaie, ni son budget, quand les aides d'État sont interdites par les traités européens, que la politique industrielle est corsetée par ce mythe de la concurrence libre et non faussée inscrit lui aussi dans les traités européens et dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Vous ne pouvez plus avoir de politique industrielle dans ces conditions. Et il faut bien que les Français le comprennent. On n'aura pas de politique industrielle et on verra notre industrie et les emplois industriels continuer de disparaître et d'être délocalisés dans notre pays tant que nous n'aurons pas un État souverain digne de ce nom. Aujourd'hui, bien plus donc sortir de l'Union européenne. Je suis désolé de revenir à cela, mais tant qu'on n'a pas compris qu'on était corseté par l'Union européenne, un partenariat avec Alstom aurait pu sauver peut-être ces 1000 emplois qui vont être supprimés, non ? Avec d'autres entreprises européennes. Moi, je pense notamment à l'Airbus de la batterie qui est en train de voir le jour. Alstom aurait pu peut-être y participer. Mais vous savez, quand il y a une solution qui fonctionne, y compris quand ça n'est pas forcément européen, ce qui veut souvent dire germanique, et ben ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on est obligé par idéologie de construire aujourd'hui ? Il y a des Airbus de tout. Je vais vous dire ce que c'est qu'un Airbus. Aujourd'hui, un Airbus 2, ça veut dire l'Allemagne nous pique une technologie, point barre. Ça, l'Allemagne est maligne, elle sait ce qu'elle fait. On peut pas voir ça aussi dans l'autre sens, la France pique une technologie à l'Allemagne ? Ah bah non, pour le coup, regardez, on va faire un Airbus de l'avion de chasse. C'est une technologie que n'avait pas l'Allemagne. Nous l'avons, on l'a déjà fait avec Dassault, seul en quelque sorte, c'est-à-dire avec notre industrie de défense nationale. Bah, l'Allemagne a repéré ça stratégiquement. Et, là, on va créer un Airbus. Comme ça fait joli. On a un joli paquet. On dit c'est européen. Tout ça, c'est moderne, c'est formidable. Et on fait croire que ça a un lien avec Airbus qui a rien à voir avec tout cela. Et en réalité, c'est un moyen pour l'Allemagne de récupérer une technologie. C'est tout. Et nous, on est suffisamment bêtes et dupes et naïfs pour accepter ça. Alors justement, le gouvernement, Bruno Le Maire vient d'annoncer... oui, quand c'est nécessaire. On n'est pas forcément obligé de toujours Bruno faire des Le Maire coopérations. vient d'annoncer par rapport à General Electric que justement la compagnie devait revoir son plan social. Pour eux, il y a trop d'emplois supprimés. Et puis pour ceux qui donc perdraient leur emploi, il faudrait une vraie reconversion. Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant pour satisfaire les salariés ? Ce genre de promesse verbale de la part d'un ministre de l'économie, j'ai l'impression de l'avoir entendu déjà 50 fois ces 20 dernières années en France. Toute majorité confondue. Nécessaire, non ? C'est pas un discours nécessaire pour vous ? Peut-être nécessaire, mais pas suffisant.
Un ministre, moi j'attends autre chose que simplement de se limiter à des promesses verbales. Et je veux dire, il y a quand même des familles derrière tout cela. Et puis il y a même des commerçants derrière tout cela. Il y a une ville, il y a un département. Ça veut dire on est en train de sacrifier un territoire pour vous aujourd'hui? Bien sûr, mais on en a sacrifié tant et tant. Allez vous balader en Lorraine, allez voir ce qui reste des hauts fourneaux, allez vous balader dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais, allez voir même ce qui va rester demain de l'industrie automobile si on n'arrête pas ce qui est en train de se passer. Baladez-vous un peu partout dans notre pays, mais vous verrez que même aujourd'hui, même les services sont concernés par les délocalisations. Il n'y a pas de stratégie industrielle. On est un pays qui ne maîtrise plus sa politique économique, sa politique industrielle, et donc qui voit l'emploi partir. Qui par ailleurs est plombé par une monnaie qui lui est absolument pas adaptée. Là, le premier facteur de désindustrialisation de la France, c'est l'euro. Pourtant, General Electric a payé des amendes. Ils avaient promis de créer en 2015 jusqu'en 2018 1000 emplois. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont payé 50 millions d'euros d'amende. Est-ce que c'était nécessaire finalement? Ça, c'était prévu. C'était prévu et justement on a fait payer General Electric. Est-ce que c'était la bonne solution? Mais moi, j'aurais pas mis 50 millions, j'aurais mis 5 milliards. Enfin, je veux dire, vous voyez bien que 50 millions... C'est comme quand des entreprises sont condamnées pour entente sur les prix. Elles gagnent des milliards, voire des dizaines de milliards d'euros grâce à ces prix trop chers. Et quand elles sont attrapées par la justice, la main dans le sac, elles ont une amende un peu ridicule, 120 millions. Sauf qu'entre-temps, elles ont gagné des milliards. Donc, c'est pas dissuasif. Merci Florian Philippot, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. 20h46 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. On fera un point sur l'actualité à suivre, l'actualité politique à suivre dans la semaine, dans quelques instants avec Manon Blangis. Juste avant, on parlera également donc de votre défaite aux élections européennes. On l'a déjà évoqué en début d'émission, on va revenir un peu plus dessus tout à l'heure. Juste avant, on écoute Nirvana de Le Marquis sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, Hits and Talk, il est 20h50 et un mois après les élections européennes, les eurodéputés sont sur le point d'assister à leur première séance à Bruxelles. De leur côté, les patriotes, eux, n'ont pas réussi à atteindre la barre fatidique des 5% et n'envoient donc aucun député au Parlement européen, Yanis Darras. Votre objectif, c'était de faire 5%. Vous n'avez fait que 0,65% des résultats, en tout cas. Est-ce que vous êtes déçu de ce résultat? Oui. Non. Ça, je peux pas vous dire qu'on n'est pas déçu. Non, c'est pas un bon résultat. Je vais pas chercher midi à 14h. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Pourquoi les électeurs n'ont pas voté pour vous? Vous savez, d'abord, on reste le plus jeune mouvement politique de France. Donc c'est vrai que 5%, on s'est lancé pour, mais en sachant que ce serait extraordinairement compliqué parce que c'est très difficile de s'installer à ce niveau-là quand vous êtes tout jeune. Maintenant, nous sommes montés dans les sondages début mai, on a voté le 26 mai, on était à 3%. C'était très convenable et puis c'était plutôt on était plutôt sur une bonne dynamique. Parce qu'on avait fait l'alliance avec Gilets jaunes, parce qu'on avait réussi à imposer un petit peu à notre modeste niveau un début de débat sur l'Europe. Parce que moi j'ai fait une campagne de fond sur le Frexit, sur l'Europe. Bon. Et juste après cela, on a commencé à baisser et on l'a vu aussi dans les sondages, mais on l'a senti sur le terrain jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron est entré en campagne et qu'il a transformé cette élection, non pas en élection européenne, on n'a plus parlé d'Europe quasiment, en référendum sur sa personne. En disant en gros, si vous m'aimez bien, vous votez pour moi, si vous ne m'aimez pas, vous votez pour le Rassemblement National. Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il a organisé sa réélection en 2022. Enfin, chacun l'a compris. Son but, c'est d'éliminer... Donc pour vous, Emmanuel Macron est responsable un petit peu de votre échec aux élections européennes ? Sa stratégie ne nous a pas été favorable puisque elle a consisté à créer du vote soi-disant, entre guillemets, utile au bénéfice du Rassemblement National. Moi, j'ai vu des gens qui allaient voter pour nous dire au dernier moment... j'aurais bien voté pour vous, mais je ne veux pas qu'Emmanuel Macron arrive en tête, donc je vais voter pour la seule liste qui peut faire en sorte qu'il ne soit pas en tête, c'est-à-dire celle du Rassemblement National. Et ça n'était plus un vote de conviction, c'était devenu un vote tactique. Et ça a été évidemment poussé par Emmanuel Macron. Mais justement, est-ce qu'on vous a pas aussi organiser ce débat pour 2022. Est-ce qu'on vous a pas aussi peut-être trop attaché au Rassemblement National encore pour certains électeurs peut-être que beaucoup, c'est vrai, n'ont pas encore bien perçu que le Rassemblement National a abandonné, ont cru en votant pour le Rassemblement National qu'il était toujours pour la sortie de l'Union Européenne, de l'euro, de Schengen. Or, il n'est plus pour la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de Schengen. Et donc, ça rend très inopérant beaucoup des promesses qu'il fait à côté.
Mais ça, c'est bon, c'est tout. Si vous voulez, cette différenciation se fait pas non plus, et c'est pour ça que c'était compliqué. Se fait pas non plus en quelques mois. Donc, la politique, c'est aussi le temps long. Donc pour vous, il y a encore une place pour vous dans le spectre politique européen aujourd'hui ? C'est même pas une question personnelle, c'est une question d'idée. Il y a évidemment une place immense en France pour la question du souverainisme, c'est-à-dire l'idée que bien plus qu'en France, au niveau de l'Union européenne peut-être ? Déjà en France, au niveau de l'Union européenne aussi. Mais si vous voulez, moi je connais très bien Nigel Farage au Royaume-Uni, je connais certains acteurs politiques en Italie qui se battent aussi. Il y a évidemment un mouvement un peu partout en Europe. C'est-à-dire il y a des peuples qui crient leur liberté, leur désir de liberté et de démocratie. Parce que l'Union européenne, ça n'est pas un système démocratique, c'est un système à bien des égards tyrannique. C'est un système qui vous impose une politique qui n'est pas celle que vous avez choisie. Et vous avez beau voter lors de référendums ou lors d'élections, et vous votez et on ne tient pas compte de votre vote. Et ça n'est pas acceptable. Par ailleurs, au niveau aussi bien de l'emploi que de l'immigration, que de l'écologie, que des services publics et de tant d'autres choses, ou du pouvoir d'achat, les politiques imposées par l'Union européenne vont dans le mauvais sens. Mais seulement, il faut le faire comprendre aux Français, c'est tout. Ça, c'est un Mais défi. justement, on a vu une vague d'eurosceptiques arriver au Parlement européen. Je pense au Rassemblement national en France ou encore à la Ligue en Italie. Est-ce que vous êtes satisfait déjà de ce premier pas peut-être vers une Europe en France, il y a aucun proche du peuple ? En France, il n'y a aucun premier pas, puisque en 2014, aux dernières européennes, le Rassemblement national a fait plus que ce qu'il a fait là. Envoyer même plus d'eurodéputés, 24 contre là 22 ou 21 je crois, donc il n'y a aucun progrès en réalité, il n'y a aucun progrès. Il y a d'autres choses plus intéressantes qui se passent au Royaume-Uni ou en Italie, ça c'est certain, mais je pense que la France malheureusement a pris beaucoup de retard et que la situation politique est un peu piégeuse, puisque Emmanuel Macron pour le moment, faut rien, si vous voulez, en politique il peut toujours y avoir des surprises, mais pour le moment il est réélu dans un fauteuil. Et tout le monde le sait, parce qu'il a organisé, il a choisi son opposition, celle qui lui permet d'être élu à 60% en 2022, si rien ne change. Alors maintenant, je vais vous dire, moi je ne sors pas des élections en disant on continue tout comme avant et puis on verra bien. Non, il faut aussi tirer la leçon. Moi je pense que nous avons un gros problème pour les idées que nous représentons. Il n'y a pas d'écosystème souverainiste en France. C'est-à-dire que vous arrivez aux élections, vous devez convaincre en quelques semaines pendant une campagne électorale, c'est pas suffisant. Nous n'avons pas de producteurs d'idées de fond. Est-ce que peut-être nous n'avons pas aussi évidemment de médias, nous n'avons pas tout ce qui fait, si vous voulez, la victoire des idées aussi, c'est-à-dire un environnement votre favorable. volonté de sortir de l'Union européenne et de l'euro, est-ce que ça n'a pas effrayé aussi quelques électeurs ? Même de nombreux électeurs. Ceux qui sont effrayés par cette perspective, de toute façon, n'allaient pas voter pour moi. Moi, je m'adressais à ceux qui sont déjà convaincus ou qui l'ont été pendant la campagne. C'est-à-dire qu'il y a déjà au moins un tiers des Français qui sont convaincus par cette idée-là. Donc, vous voyez, on est bien au-delà des 5%. Or, vous ne les retrouvez pas dans les urnes. Donc, c'est bien la preuve que les élections ne se sont pas faites sur l'enjeu européen. Les élections se sont résumées à un espèce de référendum avec donc du vote utile, entre guillemets, soit pour En Marche, soit pour le Rassemblement national. Mais on était très loin des enjeux européens. Donc, si vous voulez, quasiment tout le monde sort de là un peu dévasté. C'est un peu un champ de ruines, la vie politique française aujourd'hui. Les gros sont devenus petits, style Républicain ou France Insoumise, et les petits que nous étions sont devenus très petits. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est un peu un champ de ruines. Et c'est à nous de reconstruire, mais pas que dans le champ électoral. Moi, je veux travailler sur le champ des idées à côté. Et parce que je pense que nous n'avons pas assez d'influence sur la société française et sur les débats qui la traversent, en dehors simplement des périodes électorales. Merci Florian Philippot. Merci Florian Philippot, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. Pour finir, on fait l'agenda politique de la semaine avec Manon Blangis. Bonsoir Manon. Et demain, Emmanuel Macron se rend à Tokyo pour rencontrer le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le nouvel empereur Naruhito. C'est sa première visite officielle au Japon. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec l'empereur et son Premier ministre avant le G20 qui se déroulera aussi au Japon. Il sera accompagné du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, de l'économie Bruno Le Maire et de la recherche Frédéric Vidal. Il s'agit selon l'Élysée de renforcer le partenariat entre le Japon et la France pour les 5 prochaines années, surtout après les tensions de l'affaire Carlos Ghosn. Cette rencontre sera d'ailleurs aussi l'occasion de discuter de l'avenir du groupe Renault-Nissan. Florian Philippot, pour vous, est-ce que cette affaire Carlos Ghosn a abîmé les relations entre le Japon et la France ? Sûrement. Carlos Ghosn, moi je me mets pas à la place de la justice, ni française ni japonaise, donc je vais pas rentrer dans le fond de l'affaire. On est tous un peu surpris, bien sûr, par les méthodes japonaises, parce que ce ne sont pas du tout les méthodes françaises, avec ces gardes à vue interminables. Après, on va pas non plus pleurer totalement sur son sort. S'il a fait des choses inadmissibles, il devra le payer, c'est tout.
Vendredi, Emmanuel Macron sera toujours au Japon pour le sommet annuel du G20. Une vingtaine de chefs d'État et chefs de gouvernement seront réunis à Osaka. La présidence du sommet sera assurée par le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Au programme, des discussions sur le changement climatique, le développement de l'énergie propre ou encore la lutte contre les inégalités. Un sujet, lui, qui ne sera pas abordé, c'est la situation à Hong Kong. Des manifestations ayant lieu depuis plusieurs mois contre un projet de loi sur l'extradition vers la Chine continentale. Le gouvernement chinois souhaite que cette affaire reste une question interne. De son côté, Donald Trump a annoncé qu'il rencontrerait le président russe Vladimir Poutine, mais aussi son homologue chinois Xi Jinping. Il a déclaré vouloir de bons rapports avec la Chine, avec qui il mène une guerre commerciale depuis son arrivée au pouvoir. Ni la Chine, ni les États-Unis ne veulent faire d'efforts au niveau commercial, ce qui a provoqué donc toutes ces tensions. Est-ce que c'est pas aussi ce qui nous attend avec nos partenaires si on applique une politique nationaliste ? Moi, je suis pas pour une politique nationaliste, je suis simplement pour une politique de défense de nos intérêts. La Chine et les États-Unis défendent leurs intérêts nationaux, c'est bien normal. On avait prévu que Trump allait se planter, il se plante pas du tout. L'économie américaine va très bien, elle crée beaucoup d'emplois, et donc le protectionnisme est une bonne idée. Voilà, il faut la mettre en place. C'est pas la fermeture, c'est simplement arrêter d'être naïf. Merci Florian Philippot, merci Manon Blanchis. Merci à vous. Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Florian Philippot d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'était la dernière donc de 20h l'invité pour cette saison. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin. Merci à tous nos invités évidemment, et vous aurez bien sûr l'occasion de retrouver une autre saison de 20h l'invité dès la rentrée en septembre. C'est pas la fin de votre saison en revanche sur Fréquence ESJ. Demain, toute l'équipe de Storytelling vous donne rendez-vous en direct à partir de 20h pour une grande émission de fin de saison avec au programme tous vos rendez-vous habituels de Storytelling et surtout beaucoup de surprises. Enfin, ne ratez pas l'événement de ce mois de juin pour Fréquence ESJ. Nous serons présents à la Marche des Fiertés 2019 pour 2 heures de direct. Au programme, interviews d'artistes, de politiques, d'associatifs, concerts et autres surprises que vous pourrez donc découvrir ce samedi. L'occasion pour nous également de lancer notre nouvelle radio Fréquence ESJ Friendly. Passez une très bonne soirée en musique sur Fréquence ESJ avec All Day and Night de Jack Jones. Bonne soirée. Fréquence ESJ.